Natalie, sorry to interrupt. Can you unmute yourself? Yes, of course. It's a good thing that I said unmute. Alors, je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre panel de discussion francophone avec des membres de l'équipe d'Agnico Eagle. Mon nom est Nathalie Frackleton. Je suis gestionnaire des communications externes chez Agnico Eagle et j'agirai à titre de modératrice pour cette session aujourd'hui. J'échangerai avec 4 membres de notre vaste et dynamique équipe qui occupent différents postes afin de les amener à nous partager leur expérience au sein de l'entreprise et que vous puissiez en apprendre davantage sur leur rôle respectif et la culture de l'entreprise. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre première panéliste, Mélanie Plante, spécialiste en développement durable. Bonjour Mélanie. Salut Nathalie. Alors, commençons d'abord avec une question d'ordre très général. Est-ce que tu peux nous parler de l'approche d'Agnico Eagle en matière de développement durable? Oui, bien sûr. Alors, pour nous autres, vraiment, notre approche, c'est d'être un bon voisin, être un bon employeur. On veut être le partenaire de choix dans l'industrie minière. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est qu'on veut contribuer au développement socio-économique dans les communautés où on a des opérations. Puis, on veut vraiment réduire au minimum nos impacts. Alors, vraiment, cette responsabilité-là pour assurer le développement durable, c'est une valeur chez Agnico, puis c'est une valeur qu'on veut voir dans nos employés. Alors, tu sais, notre stratégie, c'est d'avoir des employés pour qu'eux autres, cette responsabilité-là, c'est très important, puis qu'ils sont fiers de leur travail, puis ils veulent contribuer. J'ai vraiment l'opportunité dans mon rôle d'engager avec plein de monde dans des domaines différents, soit en ressources humaines, en environnement, en relations communautaires. Puis tu vois vraiment qu'on a du monde passionné. Ils sentent comme ils ont un rôle à jouer, puis ils veulent contribuer, ils veulent améliorer, ils amènent des idées d'innovation, qu'est-ce qu'on peut faire mieux à la table. Alors, je pense que à la fin, c'est vraiment nos employés, puis eux autres qui vivent ces valeurs-là, puis qui sentent cette responsabilité à être un bon voisin, puis d'avoir cet esprit de collaboration dans leurs équipes pour se mettre en avance puis être vraiment un leader en développement durable. Et oui, en effet, c'est une valeur importante, mais concrètement, comment est-ce que l'entreprise démontre son réel engagement vers le développement durable? Est-ce que tu peux nous partager quelques exemples? Oui, certainement. Alors, comme beaucoup de compagnies qui visent à être un leader en développement durable, on a des engagements officiels, on a des politiques et processus en développement durable, en santé et sécurité. On s'engage et on souscrit à des standards puis des programmes internationaux comme l'initiative vers le développement minier durable. Aussi, un autre exemple, c'est les principes volontaires en sécurité et droits de l'homme. Alors, ces valeurs, ces engagements-là sont très importants. Par exemple, on a aussi un engagement à être net zéro avec nos GES par l'année 2050. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met ces engagements-là en pratique dans nos processus, puis on démontre ces engagements en action. Alors, on est un des plus petits émetteurs en gaz à effet de serre dans l'industrie minière en termes d'intensité par 11 produits. On met beaucoup d'efforts dans nos partenariats avec les communautés. Par exemple, on a un programme pour s'assurer que les membres de la communauté ont accès à la technologie pour qu'ils peuvent participer dans des consultations virtuelles. On a des partenariats avec les fournisseurs pour faire des tests pilotes à nos sites différents avec l'équipement électrique pour encore plus réduire nos émissions.
On a des ententes de recherche avec plein d'universités, surtout à travers le Canada. On a un vraiment beau programme avec l'Institut de recherche en mines et en environnement avec UQAT Polytechnique, où on fait des recherches en biodiversité, où on cherche des opportunités à encore plus réduire nos impacts ou avoir des contributions plus positives. Alors, c'est vraiment ces actions-là où on voit notre approche puis nos valeurs vivre. Donc, tu viens de toucher un peu notre approche pour réduire, entre autres, nos gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux aussi nous parler peut-être d'approches ou des actions plus spécifiques comme au niveau de la protection ou de la gestion de la faune, la gestion de l'eau, changement climatique, tu en as parlé un petit peu, mais de façon peut-être plus globale? Oui, alors, en termes de notre approche globale, c'est toujours de réduire au minimum nos impacts. N'importe quel domaine, si on parle en santé et sécurité, c'est réduire les incidents. Si on parle en environnement, c'est réduire notre consommation d'eau, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi s'assurer une bonne qualité d'air, de réduire le bruit quand on peut. Puis aussi, on a des programmes spécifiques. Puis qu'est-ce que nous autres, on fait, c'est parce qu'on est vraiment une entreprise globale qui ont des actions dans des environnements très différents. Par exemple, le nord dans l'Arctique, c'est un environnement très différent avec des espaces sauvages qui sont différents qu'on a en Abitibi, qu'on a en Finlande, qu'on a en Mexique. Alors, qu'est-ce que nous autres, on fait? C'est qu'on adapte nos approches pour l'environnement spécifique où on a nos mines. Alors, par exemple, au Mexique, il y a beaucoup moins d'eau parce qu'on est dans un environnement d'un désert. Alors, on a beaucoup de programmes qui regardent comment on peut réduire notre consommation, mieux recycler d'eau pour s'assurer qu'on a moins d'impact. Au nord, nos sites, il y a des migrations des caribous. Alors, eux autres, ils ont des protocoles très intensifs pour s'assurer qu'ils minimisent l'impact des opérations sur les caribous. Par exemple, si on a un groupe de caribous trop proche de la mine, on arrête nos opérations jusqu'à temps qu'ils ont le temps à se déplacer. Alors, c'est vraiment de s'assurer que nos actions sur site sont très bien adaptées pour ces environnements, là. Je pense qu'on a un vraiment bon exemple, puis beaucoup de succès. Puis j'encourage au monde à regarder sur notre site web avec la fermeture à l'APA. On a pu créer une deuxième vie pour notre équipement. Les travaux de réhabilitation sont encore en cours, mais à la fin, quand la végétation va tout avoir repoussé, il va juste nous rester 4 petits couvercles de béton. Ça va être nos seules traces qui restent. Alors, tu vois vraiment là, on s'adapte à les environnements spécifiques. Puis à la fin, quand on ferme nos mines, on veut les plus petites traces possibles. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit dans le cas de l'APA ou de l'ensemble de nos opérations, c'est que souvent, ces mesures-là sont pensées dès la conception de la mine. Donc, on réfléchit avant de mettre une mine en service, on réfléchit à comment on va minimiser au maximum, en fait, les impacts et aussi l'empreinte environnementale jusqu'à la fermeture. Donc, très, très intéressant. Lorsqu'on parle de développement durable, souvent on parle aussi d'acceptabilité sociale et de relations harmonieuses avec les parties prenantes. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure de certaines initiatives qu'on fait dans la communauté, au Nunavut entre autres. Mais quelle est vraiment l'approche que l'entreprise privilégie pour vraiment développer et maintenir des relations de confiance avec ses communautés d'accueil et les peuples autochtones? Alors, je pense qu'on rentre toujours d'une approche, d'un esprit de collaboration. C'est nos partenariats. On a besoin vraiment de travailler ensemble pour s'assurer le succès de nos opérations. On vient d'une place de respect. Plusieurs de nos activités, on est des invités.
dans des territoires traditionnels. Puis pour nous autres, c'est important qu'on soit toujours à l'écoute, qu'on est là pour apprendre, puis on est prêt à s'adapter quand on reçoit des suggestions. Alors, je pense qu'on a un vraiment bon exemple aussi en Abitibi avec notre cadre de bon voisinage, qui vraiment c'est un véhicule pour avoir des discussions directement avec la communauté et d'adresser les imprévus. Aussi, je pense que, tu sais, à beaucoup de nos sites, nos employés font partie de ces communautés-là. On a des employés Inuits au nord, on a des employés qui viennent d'Abitibi, qui travaillent en Abitibi. Alors, c'est vraiment, eux autres sont d'une façon des porte-parole. Ils connaissent bien leur communauté, puis ils peuvent apprendre au monde qu'est-ce qui est important, puis créer ces relations-là. Puis c'est vraiment quelque chose de beau, puis qu'on s'engage beaucoup. Puis on veut vraiment être très transparent avec nos travails. Alors, soit notre site web, nos rapports, on veut vraiment, on dit nos pratiques, on parle des événements qui sont un peu plus un challenge, plus difficile, puis aussi des bonnes affaires qu'on fait. Alors, pour nous autres, ça c'est très important pour avoir ce respect-là d'être transparent comme compagnie. Puis, ce qu'il faut savoir ou ce qu'on peut aussi souligner, c'est que oui, nos employés sont membres de la communauté, mais nos dirigeants aussi sont membres de la communauté. Ils font partie intégrante, ils habitent dans les villes, surtout quand on parle des opérations au Québec, en Ontario, en Finlande, au Mexique. Nos dirigeants sont là également dans les communautés avoisinantes. Donc, non seulement ils dirigent la mine, mais en même temps, ils sont citoyens de la communauté concernée. Donc, merci Mélanie. Le développement durable fait vraiment partie intégrante des activités d'Agnico Eagle. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations-là avec nous aujourd'hui. Je vous présente maintenant notre deuxième panéliste, Olivier Grondin, qui est directeur de l'Exploration Canada. Bonjour Olivier. Salut Nathalie, ça va bien? Ça va très bien. Alors, on saute tout de suite dans le bain. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est structurée l'équipe d'exploration chez Agnico, principalement là, avec la récente fusion avec Kirkland Lake, l'entreprise a grossi. Comment est structurée l'équipe? Oui, bien, si tu as la réponse, j'aimerais l'entendre. C'est une blague. Mais l'exploration chez Agnico Eagle, je vais parler pour le volet Canada, c'est la Foire canadienne de l'emploi. Ben, on est vraiment divisé d'une manière géographique. On a différents districts qui suivent un peu nos opérations. Donc, on a des gens qui s'occupent plus de la partie au Québec, donc surtout l'Abitibi. On a des gens qui s'occupent de l'Ontario, où là, la famille vient de grossir substantiellement. On a beaucoup plus d'activités en Ontario qu'on en avait auparavant. Et puis, on a aussi des gens qui s'occupent de la partie Nunavut et qui sont divisés sur nos différents sites au Nunavut. Là, on travaille beaucoup autour de Meadowbank. On a déjà travaillé à Médiadine et aussi à Hope Bay. Puis au niveau de la structure, ce qui est très particulier aussi à l'exploration, c'est que c'est une structure quand même assez horizontale par rapport aux opérations. Donc, il n'y a pas beaucoup de niveaux hiérarchiques. Ce qui fait en sorte que ça peut être très intéressant des fois pour les gens de travailler à l'exploration parce que le nombre d'échelons jusqu'à atteindre, par exemple, le président directeur général de l'entreprise, ben, il y en a peut-être juste 2 ou 3. Donc, un géologue d'exploration qui a certaines responsabilités peut vraiment influencer beaucoup de développement de l'entreprise de par nos actions sur le terrain, de par nos découvertes, nos décisions, tout ça. Fait que ça fait en sorte que l'exploration est vraiment au cœur des différentes décisions corporatives. Justement, tu as parlé des différentes régions. Est-ce que tu peux nous donner certains détails sur quelques-uns des projets d'exploration qui sont actuellement en cours ou sur lesquels on se concentre? Oui, bien, on est quand même très actif parce que déjà l'an dernier, à Agnico, on avait le plus gros budget d'exploration de l'histoire de l'entreprise. Là, maintenant, avec la fusion, on combine 2 entreprises qui étaient déjà très agressives en exploration. Donc, on a globalement 324 millions de budget annoncé cette année US pour l'exploration. C'est quand même énorme. Au Canada,
il y a une bonne partie de ça qui va au projet d'OB, qui est devenu un projet purement d'exploration après l'annonce de l'arrêt de la production. Donc, ce qu'on veut vraiment au B, c'est explorer au maximum sur un plan de 2-3 ans environ pour vraiment là, identifier les meilleurs gisements dans la ceinture de OB pour prendre les meilleures décisions stratégiques pour redévelopper cet endroit-là dans le futur. On a aussi des gros programmes en Ontario avec le projet Upper Beaver. Et en Ontario, ce qu'on est en train de travailler aussi, c'est un gisement qui s'appelle AK ou Amalgamated Kirkland, qui est juste l'autre côté de la route de la mine Macassa. Donc ça, c'est un gisement qui est un excellent exemple de synergie depuis la fusion, parce que Agnico tout seul n'aurait probablement pas développé, en tout cas pas dans les prochaines années. Puis maintenant, c'est devenu une priorité. Donc l'exploration, on a envoyé 2 foreuses là-bas. Puis tout de suite, on est en train de forer ce gisement-là qui va être exploité via la mine Macassa. Donc ça, c'est vraiment un produit de la fusion. Puis autrement, on a aussi des équipes qui travaillent au Québec autour de la mine La Ronde, autour de la mine Goldex sur le régional et aussi dans la partie est du Nunavut. Là, cette année, on se concentre dans le coin de la mine Meadowbank et du complexe Meadowbank-Amaruq pour essayer de trouver des nouveaux gisements pour rallonger la vie de ces opérations-là. Et donc, on parle d'Ontario, Québec, Nunavut. Est-ce qu'il y a une différence en matière de géologie sur le terrain, la matière terrain? Est-ce qu'il y a des différences entre l'Ontario, le Nunavut, le Québec, justement? Ben, je ne veux pas rentrer dans les détails géologiques, mais ça adonne puis on est un peu des spécialistes techniques de ça. C'est tout ce qu'on appelle des roches vertes qui ont à peu près tout le même âge, même s'ils sont très loin en distance géographique l'une de l'autre. Donc, ils ont vraiment un aspect commun. On explore dans des roches vertes archéennes. Mais je pense que la grande différence entre ces différents districts-là, c'est l'historique d'exploration. Si on prend le Nunavut, par exemple, ça fait pas longtemps qu'il y a de l'exploration pour l'or au Nunavut. Donc, il y a encore moyen de faire des découvertes à la surface avec de la prospection comme on faisait en Abitibi il y a presque 100 ans. Alors qu'en Abitibi ou en Ontario, du côté de Kirkland Lake, bien, ça fait 100 ans qu'il y a des mines en production. Donc là, il faut commencer à penser en dehors de la boîte, puis aller forer plus en profondeur, utiliser des outils indirects. Donc le challenge est différent. L'exploration dans des districts historiques comme l'Abitibi au Québec ou en Ontario, ben ça demande plus de forage en profondeur, alors qu'au Nunavut, là, on est encore dans la détection presque directe de gisements d'or. C'est ce qui en fait l'attrait, mais évidemment, si les gens sont venus en Abitibi en premier par rapport au Nunavut, c'est parce que c'est plus accessible. Donc, la distance géographique puis l'accès limité dans un secteur comme le Nunavut rend les choses plus difficiles. C'est pour ça qu'on a des camps, c'est pour ça qu'on a du navettage par avion, le fly-in, fly-out, que c'est des rotations, et puis que c'est un environnement qui est beaucoup plus difficile à travailler. Les hivers sont plus longs. Ça amène son lot de défis. Donc, les régions sont différentes, mais aussi, surtout pour des raisons historiques, là, puis de nombre de découvertes qui ont pu être faites au fil du temps. Est-ce que, ça me fait rire, tu as mentionné qu'on fait encore de la prospection comme il y a 100 ans. Est-ce que la géologie, c'est un domaine qui a innové, qui a évolué à travers les années? Et est-ce que ce sont les mêmes compétences qu'hier, qu'il y a 100 ans, qui sont requises, ou tu vois les compétences évoluer dans un avenir rapproché? Est-ce que les gens doivent posséder des nouvelles compétences? On rentre dans la transition. Là. On parle beaucoup d'industrie 4.0, des trucs comme ça, mais on rentre dedans en géologie. Puis c'est sûr, il y a eu l'informatique, ces trucs-là, les GPS, mais là, en ce moment, là, on vit vraiment une révolution au niveau de l'acquisition de données. Puis ça va tellement bien fitter avec la nouvelle génération qui aime plus les technologies, tout ça. On a des projets qui se font en ce moment de live sur de la carotte qui sort de la foreuse, qui passe dans un scanner et puis qui nous donne une multitude de données sur la roche. Ça enlève du biais humain, ça rend les données plus objectives, ça nous donne plus de confiance dans la manière qu'on décrit la roche. Et puis ça, les plus jeunes géologues adorent ça aussi. Ils travaillent avec 2 écrans à la fois, la table de roche qui est là. On est capable d'aller chercher tellement plus d'informations. C'est sûr, il va toujours y avoir l'aspect
loupe, puis aller sur le terrain avec un pic, puis casser de la roche. Ça, on n'enlèvera jamais ça. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi beaucoup de gens vont en géologie, c'est l'aspect plein air, nature, puis être capable d'aller explorer des territoires lointains, puis d'avoir une expérience que la plupart des gens n'ont pas dans une vie. Ça fait partie de l'attrait. Mais on va maintenant mélanger ça avec l'aspect haute technologie. Puis on est rendu là. En tout cas, chez Agnico, on est rendu là. Puis ça va même devenir un point d'attraction pour les récents gradués. On va leur dire, ben nous, on a ces outils-là qu'on utilise. Puis la compétition n'est peut-être pas encore rendue là. Donc, on est vraiment à un point d'inflexion là, en matière d'utilisation de la technologie en géologie. Ouais, merci Olivier, c'est très intéressant. Puis on comprend aussi que l'expertise géologique et géotechnique, c'est évidemment là, clé, puisque vraiment les succès géologiques contribuent assurément à la pérennité de l'entreprise. Donc, si on ne trouve pas de nouveaux gisements, si on ne fait pas de nouvelles découvertes, bien, on n'est pas en mesure de renouveler nos réserves et ressources. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on investit ici massivement en exploration. Alors, merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui puis de partager ton expertise. J'aimerais maintenant vous présenter notre troisième panéliste, Jean-Christophe Garot. Donc, Jean-Christophe, en plus, a fait le panel anglophone précédemment. Donc, vous voyez la diversité là, de nos gens chez Agnico. Donc, Jean-Christophe est coordonnateur de l'innovation au service technique. Bonjour Jean-Christophe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nathalie, ça me fait plaisir. Puis je vais être content de le faire en français. Là. Pour moi, ça va être un petit peu plus naturel qu'en anglais. Donc, coordonnateur de l'innovation. Honnêtement, qui aurait pensé qu'un jour on retrouverait un tel rôle dans l'industrie minière? Pas certaine. Eh bien, pourtant, l'innovation est clé lorsqu'on veut améliorer nos façons de faire, notre efficacité, notre productivité. Puis, elle est souvent associée aux nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on évalue chez Agnico les nouvelles technologies pour une utilisation future ou une intégration possible dans nos opérations? Oui, c'est une très bonne question. Dans le fond, là, chez Agnico, on a essayé de mettre en pratique un processus qui est bien établi, étant donné que dans une année normale, on peut recevoir, moi personnellement, là, puis probablement des gens comme Olivier qui ont des jobs techniques, je suis pas mal certain qu'ils vont recevoir des centaines de courriels par année pour des nouvelles technologies qui promettent de faire des belles avancées, augmenter la productivité, réduire les coûts. Par contre, dans toute cette panoplie d'opportunités-là, il faut quand même être capable de naviguer au travers de ça puis sélectionner celles qui sont les plus prometteuses pour l'organisation. Dans le fond, on a mis en place un processus qui est super simple, qui est super logique, mais qui nous permet néanmoins d'obtenir les meilleurs résultats. Dans le fond, là, on passe toujours à la première étape là, quand on reçoit une demande de technologie, que ça vienne d'un fournisseur, que ça vienne du niveau corporatif ou que ça peut même venir des employés qui font une proposition. Donc, on veut tout le temps regarder si la technologie ou l'innovation qui est proposée répond bien à une problématique qui est vécue dans les opérations ou si ça promet d'améliorer nos performances. S'il y a un bon fit avec notre culture puis qu'il y a un potentiel, bien, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui va être de faire une évaluation technique, une évaluation financière de la technologie pour s'assurer qu'elle va être durable dans le temps. Une fois que ça c'est prouvé, on peut passer à la prochaine étape qu'on va essayer de prendre cette technologie-là, puis on va essayer d'en faire un test. Comme Olivier le mentionnait, avec qu'est-ce qu'on appelle le core scanning, la technologie qui nous permet de scanner, de regarder les carottes de forage, ça a commencé avec un test. On va prendre la technologie, on va l'acquérir, on va la mettre sur le terrain avec les opérations, puis on va la tester à une échelle plus réduite. Puis si ça nous prouve que la technologie, en effet, elle pose un beau potentiel pour soit régler une problématique ou soit augmenter notre productivité, réduire les coûts, être plus sécuritaire dans notre lieu de travail, on va passer à l'étape prochaine qui va être de faire une implantation dans l'opération. Puis si c'est vraiment porteur, on peut répliquer ça dans d'autres opérations également. Ouais, le fait d'y aller à petite échelle nous permet de réduire le risque aussi au niveau de l'implantation. Donc, exactement. Donc, quand on parle de technologie dans le secteur minier, dans les dernières années, on a souvent entendu le terme mine 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire exactement une mine 4.0?
Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un petit historique là-dessus sans aller dans un cours d'histoire. Dans le fond, le terme 4.0, mine 4.0, provient aussi du terme industrie 4.0, qui fait référence à la quatrième révolution industrielle. Fait que si on recule un peu dans le temps, puis on va voir la première révolution industrielle, c'était surtout l'utilisation de la vapeur puis de l'eau comme énergie pour mécaniser la production. Au lieu que ce soit plus des artisans puis des humains qui faisaient la production, on pouvait y aller avec les machines. Après ça, avec la deuxième révolution industrielle, on a pu aller faire des chaînes d'assemblage. Fait qu'on a optimisé notre production. Avec la troisième révolution, ben là, on a fait l'intégration des ordinateurs, des bras robotisés. Fait que, on peut avoir des images des chaînes de production pour construire des autos, des objets comme ça. Mais là, quand on rentre dans la quatrième révolution, c'est qu'on vient avoir la possibilité, puis Olivier l'a mentionné rapidement tantôt, on vient avoir la possibilité d'intégrer plusieurs équipements ensemble avec le développement des technologies de communication, avec la miniaturisation des microprocesseurs, les ordinateurs, qu'on est capable d'avoir des appareils intelligents. Fait qu'on peut avoir un truck qui est intelligent, un camion qui est intelligent, avec d'autres camions qui sont intelligents, puis ensemble, sont capables de se parler pour être capable de faire de l'automatisation, par exemple. Quand on parle de mining 4.0, de mine 4.0, d'industrie 4.0, c'est vraiment l'intercommunication entre les différents équipements qui nous permet de prendre des décisions automatiquement. On vient parler d'intelligence artificielle, de concepts comme ça. C'est vraiment dans ce domaine-là qu'on fait référence. Donc, quand on parle de big data, c'est vraiment l'échange de données entre les différents équipements qui permettent de prendre des décisions de façon plus éclairée, en fait. Exactement, exactement. Et tu as mentionné l'automatisation. Quel rôle joue l'automatisation dans l'industrie minière? Et est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être de projets d'automatisation qu'on a actuellement? Oui, parfait. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très théorique, mais aussi pratique. Là. Fait que j'aime tout le temps revenir à la base des choses, mais au niveau de l'automatisation, on peut parler de deux types d'automatisation. On peut parler de l'automatisation de la prise de décision. Fait que quand on vient regarder le cycle minier, on peut parler de la planification minière ou même de la géologie. On va avoir des logiciels qui vont nous aider à prendre des décisions. Fait que ça va nous guider vers les meilleures décisions possibles en fonction des informations qu'on a sur le type de gisement qu'on va avoir, le type d'équipement qu'on va avoir pour exploiter une mine. On va avoir des logiciels qui vont venir nous donner les meilleures options. Après ça, ça va être l'humain qui va venir décider comment on va le faire, mais il y a quand même une automatisation de la prise de décision qui va être faite. Puis souvent, qu'est-ce qu'on a plus en tête? Ça va être souvent l'automatisation des équipements, comme des camions automatisés, comme on peut parler des autos Tesla qui vont se conduire tout seuls sur l'autoroute. On a les mêmes principes dans le domaine minier. On pense juste à notre mine LZ5 dans le complexe La Ronde. On a une flotte d'équipements, des camions qui sont capables de se conduire tout seuls. C'est quand même impressionnant. Il va y avoir plusieurs intervenants qui vont arriver. Il va y avoir plusieurs camions. Il va y avoir plusieurs conditions changeantes dans l'environnement, mais les camions vont être capables en mesure de suivre leur trajectoire puis de réagir en fonction des conditions établies. Ça va nous permettre, nous, d'augmenter la productivité, à être encore plus sécuritaire pour nos travailleurs. Donc, oui, il y a de l'automatisation, il y a aussi de la téléopération qui peut se faire de la surface. Donc, il y a des petites différences quand même entre les deux. Oui, exactement. On a les deux principes qui sont possibles d'opérer à distance, mais également d'opérer autonome. De façon autonome, on est capable aussi. Qui l'aurait cru, hein? Mon grand-père a travaillé dans l'industrie minière, au pic et à la perle, et je suis certaine qu'il n'aurait jamais pensé que ça pouvait être possible. Je voulais revenir peut-être sur le premier sujet abordé aujourd'hui, qui est le développement durable. Donc, à ton avis, quel rôle joue la technologie et l'innovation dans le développement durable? Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Oui, définitivement. Je pense qu'il y a une intégration très forte entre les deux. Comme on parlait de développement durable, l'objectif avec le développement durable, c'est de diminuer l'impact, de faire plus avec moins, puis d'offrir des meilleures conditions environnementales après notre passage. Puis, il
il y a plusieurs technologies ou l'innovation. Quand on parle d'innovation, c'est aussi pas nécessairement des gadgets puis de l'informatique. Ça peut être aussi juste changer nos façons de faire, reprendre de l'existant, mais changer notre méthode pour être capable d'avoir un meilleur impact. Puis quand on parle de développement durable, c'est là que la technologie puis l'innovation vient vraiment de pair avec ça, étant donné que si on est capable de faire plus avec moins, si on a des technologies comme l'automatisation qui nous permettent d'optimiser nos choses. Par exemple, si on fait de la téléopération, comme tu le mentionnais, on peut avoir un seul opérateur qui va conduire plusieurs camions sous terre. Fait que dans ce cas-là, on consomme moins de ressources, on prend moins d'énergie, on a moins d'impact pour le même extrait. Fait que dans ce cas-ci, on va venir vraiment, moi je le vois vraiment là, puis je pense que c'est un accord commun dans l'industrie que les technologies puis l'innovation, ça va être vraiment la façon d'obtenir un développement qui est plus durable. Dans les dernières années, comme excusez, je parle trop rapidement, mais comme Mélanie le mentionnait, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits historiquement chez Agnico Eagle pour présenter un développement durable, pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, puis être un bon citoyen corporatif, un modèle dans l'industrie. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Fait que les gains qui ont été peut-être plus facilement accessibles, bien, on a déjà mis beaucoup d'efforts là-dessus. Fait que si on veut atteindre le niveau supérieur, bien, on n'aura pas le choix de changer nos méthodes, parce que nos méthodes actuelles sont déjà bonnes, mais si on veut atteindre un autre niveau, on n'aura pas le choix d'en rajouter davantage, soit avec des technologies ou en changeant nos façons de faire. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire moins d'employés. Non, pas du tout. Ça, c'est une bonne question parce que souvent, quand on parle d'automatisation, d'optimisation, le premier réflexe, c'est de penser qu'on va changer notre façon de faire, qu'on va enlever des postes. Puis au contraire, la plupart du temps, on va rester avec le même, je vais dire, des manpower en tête, là, mais le même nombre d'employés. Mais on va changer ce qu'on fait, on va faire plus. Fait que pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va changer les types de compétences qu'on va avoir besoin. On va offrir des milieux de travail beaucoup plus stimulants, étant donné qu'on est à la fine pointe de la technologie, on change les façons de faire, on va venir chercher la diversité chez les gens, étant donné qu'on va être en mesure d'avoir des visions différentes. Avec la diversité, ça va nous permettre d'avoir des options différentes, fait qu'avoir un plus gros impact sur nos modes d'opération. Fait qu'on ne veut pas réduire nécessairement le nombre d'employés. De ce côté-là, c'est vraiment pas l'objectif, c'est avec la même masse qu'on a, d'en faire plus. Oui, puis je pense que les différents programmes de formation aussi s'adaptent aussi aux nouvelles compétences qui sont requises là, dans l'industrie minière. Alors, il ne manque assurément pas de défis là, et de développement passionnant dans ton rôle et dans ton équipe. Alors, merci Jean-Christophe d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre quatrième et dernière panéliste, mais non la moindre, Micheline Bellil. Donc, Micheline est coordonnatrice au recrutement. Bonjour Micheline et merci d'avoir accepté de te joindre à nous aujourd'hui. Allô Nathalie, puis merci beaucoup à toi. Je pense que ça a bien terminé la discussion avec Jean-Christophe auparavant. Ça a fait un bon segue sur le recrutement. Je pense que c'est une belle façon d'entrer ici. Oui, tout à fait. Puis, je suis certaine qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont intéressées à en savoir un peu plus là, sur nos différentes pratiques de recrutement. D'ailleurs, ce qui m'amène à parler un petit peu de ce qui guide nos actions en matière de recrutement. On sait là, que les valeurs de l'entreprise sont fondamentales et inhérentes à tout ce qu'on fait chez Agnico. Est-ce que tu peux nous parler des différentes valeurs d'Agnico Eagle et comment elles influencent nos décisions en matière de recrutement et d'embauche? C'est une super bonne question, Nathalie, parce que, bien, effectivement, chez Agnico, on a nos 5 grandes valeurs fondamentales. Vous pouvez les retrouver aussi sur notre page carrière. Je pense que ça démontre bien qu'elles sont importantes pour nous. On retrouve la confiance, le respect, on a l'égalité, la responsabilité et la famille, qui est, je pense, assez unique en termes de valeurs. Ces valeurs-là, ils reflètent vraiment qui nous sommes, puis nous guident beaucoup aussi dans nos décisions au niveau de l'embauche et du recrutement.
Je ne sais pas ceux et celles qui ont eu la chance peut-être de regarder la présentation hier de M. Boyd. Il y a eu des belles anecdotes qui démontrent vraiment que ces valeurs-là en font partie, puis ça depuis quand même assez longtemps. D'un point de vue un petit peu plus précisément, peut-être au niveau du recrutement, comment ça nous guide? Je vous dirais que c'est au-delà, c'est certain que lors des entrevues, on va parler de compétences techniques, on va parler d'expériences antécédentes, mais au-delà de ça, c'est vraiment important pour nous de s'assurer que les personnes, les candidats, les nouveaux employés vont partager ces mêmes valeurs-là. Durant notre processus, on va certainement questionner pour s'assurer qu'on partage ces valeurs-là, puis dans le fond, de façon naturelle, va s'épanouir dans notre culture d'entreprise. Donc, c'est comme ça que ça nous guide d'un point de vue du recrutement. Oui, fait comme ça, on s'assure, excusez l'anglicisme, c'est un bon fit pour l'entreprise, mais aussi pour l'employé, parce que si ce n'est pas un bon fit, bien, ça va être difficile pour la personne, justement, de s'épanouir et de vraiment s'intégrer à l'équipe. Ah, c'est super bien dit. Chercher la bonne traduction pour un culturel, mais je pense qu'on comprend tous. Donc, dans l'industrie minière, on voit régulièrement des horaires de travail qui sont variables. Différentes compagnies ont différents horaires. Comment est-ce que c'est structuré chez Agnico Eagle pour nos différents sites? La façon qu'on pourrait le regarder pour le simplifier, parce qu'on a beaucoup d'horaires différents, là, mais la façon qu'on peut le simplifier, c'est on a, dans le fond, on divise ça peut-être en deux grandes catégories. On a nos sites qui sont en région éloignée, dont mon collègue Olivier m'a appris un nouveau terme là, de type navette ou qu'on appelle sur des rotations. Puis on a, de l'autre côté, on a nos sites ou nos endroits de travail qui sont plus près de villes ou de communautés. Donc, on a comme deux façons de l'approcher. C'est sûr que pour tout ce qui est des lieux de travail qui sont plus près des villes, on va se retrouver avec des horaires de travail un peu plus typiques, du lundi au vendredi, avec certaines variantes. On peut avoir des horaires un petit peu comprimés, avec des vendredis off à l'occasion, ou encore certaines autres variantes. Là, on a quand même quelques-unes. Pour les régions éloignées, là, on va plus aller d'un côté ce qu'on appelle navette ou d'horaires rotatifs. Ce qui veut dire, dans le fond, que les gens vont travailler, par exemple, un 14 jours continu, consécutif, sans arrêt, après être 14 jours en congé. Donc, c'est vraiment deux types un peu particuliers, qui sont assez typiques et communs là, quand même dans l'industrie minière. Mais normalement, pour une personne qui applique chez Agnico, on s'assure toujours de mentionner dans l'affichage de poste cette information-là. Donc, la personne sait un peu là, à quoi s'attendre avant d'appliquer chez nous. Est-ce qu'il y a vraiment une préférence pour le navettage ou le fly-in, fly-out? Une bonne question. Le fly-in, fly-out attire, c'est certain, des individus un peu comme Olivier parlait, un peu pour le goût de l'aventure. Je pense que ça, c'est un autre style de vie complètement différent parce qu'on se retrouve à voyager dans des environnements peu visités. On se retrouve à vivre dans des camps, donc on partage. C'est vraiment une aventure à part. Puis c'est souvent une expérience unique là, qui est assez spéciale à vivre. Moi, je l'ai fait pendant 7 ans personnellement. Là, donc, c'était quelque chose que j'ai adoré. Fait que quelque chose à essayer. Est-ce que tu peux nous donner justement un petit peu plus d'informations sur la logistique des déplacements? Comment ça fonctionne là, si moi je suis engagée demain un poste au Nunavut, puis je suis sur le 14-14? Ça serait quoi ma rotation typique? Ça, c'est la question qu'on reçoit le plus souvent, surtout des gens qui n'ont jamais eu la chance ou qui n'ont peut-être pas des gens dans leur environnement qui font ce genre de travail-là. Là. Je dirais que c'est une question qui est vraiment importante de comprendre, puis les gens la posent souvent. La façon que ça fonctionne, bon, on a la compagnie, dans le fond, nous, à Agnico Eagle, on fait affaire avec des compagnies externes. On a, par exemple, des vols nolisés pour le Nunavut. Donc, l'employé ou le nouvel candidat va devoir se rendre à ce qu'on appelle un hub ou encore à notre aéroport déterminé. Puis, il va prendre un vol nolisé d'Agnico. Donc, tu vas seulement te retrouver avec des gens d'Agnico Eagle ou des contracteurs, des consultants. Donc, tout le monde se dirige vers la mine ensemble. Normalement, on arrive, par exemple, au Nunavut, on va arriver à la mine directement. Puis là, pendant 14 jours, on va travailler. Typiquement, là, c'est du 12 heures par jour
On va travailler à tous les jours. Puis, on se retrouve quand même à être hébergé. Puis, tous les repas sont fournis. Là. Il y a des activités sur le site. C'est vraiment pensez un peu, vous imaginez, vous vous retrouvez un peu dans un petit village. C'est comme ça que ça se passe. Ou encore les gens qui ont été en résidence étudiante, un peu plus luxueux peut-être, mais c'est un peu le mode de vie là, que ça vous apporte. Donc, on va 14 jours hébergés, logés, nourris. Il y a des activités. Tout est en place pour nous. Puis après ça, après notre 14 jours de travail, on va reprendre l'avion. Et puis, on va revenir là, à l'aéroport central où est-ce que le vol a décollé. Donc, c'est grosso modo, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. C'est pour le Nunavut. Il y a aussi en Ontario, il y a un site, je crois, qui fait du navettage en autobus et en avion, les deux, tout dépendant des communautés d'où proviennent les employés. Merci. Exactement. Dans le fond, c'est le même principe, c'est juste que l'on va être en transport terrestre ou d'être en transport aérien. Exact. Puis, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur le processus de recrutement qu'on utilise chez Agnico? Oui, certainement. C'est un peu ma sphère de spécialité. Au niveau, premièrement, tous nos postes chez Agnico, on les affiche sur notre site carrière. Puis, c'est certain que ces postes-là, vous allez aussi peut-être les retrouver sur d'autres plateformes, entre autres LinkedIn. On travaille beaucoup avec LinkedIn, mais aussi vous allez voir des annonces sur Facebook ou d'autres sites de recherche d'emploi. Ça, c'est la première étape. Après ça, de notre côté, la façon que ça fonctionne, c'est que tout au long du processus, dans le fond d'affichage, on va recevoir des CV, on va les analyser, on va les examiner. Suite à ça, les candidats qui sont sélectionnés pour le poste vont avoir une première conversation, soit avec un recruteur ou encore avec quelqu'un des ressources humaines. Donc, c'est une première discussion. Suite à cette discussion-là, si de part et d'autre, il faut que le candidat aussi ait le goût de continuer l'aventure. Puis, de notre côté, si de part et d'autre, on s'entend pour continuer, on va donc organiser ce qu'on appelle une deuxième entrevue avec le gestionnaire qui, lui, cherche à accueillir quelqu'un de nouveau dans son équipe. Donc là, on va faire une deuxième entrevue. Il va y avoir une présélection s'il y a plusieurs candidats qui se sont rendus à ce stade-là. Puis, suite à ça, on a ce qu'on appelle le pré-emploi qui nous amène là, éventuellement là, à avoir la chance d'offrir un contrat en bonne et due forme aux candidats sélectionnés. C'est assez simple quand même. Oui. C'est ça. Ce qu'on entend parfois qui semble un peu plus compliqué, comment appliquer sur le site web. Donc, les questions qu'on a souvent, c'est le poste où il n'y a pas nécessairement un poste d'intérêt d'afficher, mais on aimerait quand même soumettre notre candidature auprès d'Agnico dans le cas où il y aura éventuellement un poste d'affiché. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui, c'est une bonne question parce que souvent, c'est un peu ce qui arrive. Hein. Les gens cherchent un emploi maintenant, mais ça ne veut pas dire que maintenant, on a quelque chose pour eux qui peut leur convenir. C'est sûr que la chose qu'on encourage vraiment fortement, c'est vraiment d'aller sur notre site carrière quand même, puis d'aller créer votre profil. Parce qu'une fois que le profil il est créé dans notre site, sur notre page à nous, notre page carrière, vos informations se retrouvent dans notre base de données. Votre CV se retrouve dans notre base de données, ce qui nous permet pour nous vraiment, là, dans le fond, de se rediriger rapidement, que ce soit pour les postes ouverts actuellement ou encore s'il y a des besoins dans le futur qui s'en viennent. Donc, pour nous, c'est une base de données où est-ce qu'on fait beaucoup de recherches, puis qu'on va souvent chercher des gens qui ont appliqué peut-être 6 mois auparavant, puis que là, on les recontacte parce qu'on sent qu'il peut y avoir une bonne dynamique, un bon timing. Donc, oui, ça, on encourage fortement les gens de faire ça. Oui, puis des postes dans le futur, il va y en avoir. Il y en a toujours, mais il y a toujours beaucoup d'opportunités. Et je vous dirais, avec la récente fusion avec Kirkland Lake Gold, il y a encore d'autres opportunités qui vont se présenter. Alors, en effet, on encourage les gens là, à soumettre leur candidature et s'ils n'ont jamais travaillé dans l'industrie minière, c'est certainement une industrie qui est passionnante et intéressante. Alors, un grand merci, Micheline, pour ta participation et les précieuses informations que tu nous as fournies aujourd'hui. Bien, c'est ce qui conclut cette session. J'aimerais remercier à nouveau tous nos panélistes d'avoir pris le temps de nous éclairer sur leurs rôles respectifs et d'avoir répondu à nos questions. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui ont assisté à cette session-ci. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage sur Agnico.
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à visiter notre expo virtuelle de l'emploi, à parcourir nos différents pavillons et à discuter aussi avec l'un de nos recruteurs. Donc, merci encore et passez une agréable journée.